Voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce cours de tibétain. On attaque aujourd'hui, attaque c'est bizarre cette manière de dire en français, mais nous commençons la leçon 29 et puis on peut toujours faire des petits allers-retours sur ce qu'on a vu, histoire de clarifier, on peut avoir des questions, n'importe, donc c'est ouvert. On continue donc la prière de Pema Karpo dans le texte de Chenrezig. Et puis, vous n'hésitez pas d'intervenir à un moment ou un autre. Moi, je vous fais aussi intervenir. Et comme ça, le cours est vivant et tout le monde en profite. Et on va commencer par une prise de refuge. Sangye Chötang Tsoge Chönam Lai Chang Chom Parato Dane Jab Soich Dage Jen Tsoge Pe Sonam Ge Dola Benchre Sangye Chom Parai Sho. Voilà. Donc, nous avons placé l'intention. C'est intéressant de le faire, parce que même pour un cours de tibétain, alors on peut évidemment être intéressé par le tibétain en lui-même, mais là, c'est vrai qu'on est dans un contexte assez particulier, c'est le texte de Chenrezig, une sadhana, un moyen d'accomplissement, un duptap, et donc c'est du coup, ça prend son sens de prendre refuge, parce que finalement, la connaissance qu'on développe, c'est pour nous donner les moyens de mieux, je ne sais pas, c'est pas non plus la connaissance du tibétain qui fera qu'on pratique mieux non plus, il ne faut pas rêver, ça serait trop simple, ça voudrait dire que dans ce cas-là, tous les tibétophones pratiquent bien Chenrezig. Attention, ne soyons pas trop romantiques, donc ce n'est jamais une garantie de la pratique, mais disons qu'en tout cas pour nous, c'est une aide, il n'y a pas de doute. Donc du coup, eh bien, ça a tout son sens de placer ces prises de refuge au début, et qui est aussi une intention. Donc, bodhicitta, avec cette générosité, donc utile à nous et à tous les êtres. Voilà, on continue avec la prière de Pema Karpo à Chenrezig. On en est à la 7e strophe, et là, on continue. Vous avez vu, on fait cette promenade, si je puis dire, dans les différents états d'existence. Et l'intérêt, là, pour nous, du point de vue tibétain, c'est que chaque fois, ça pointe la cause même de la renaissance dans un des 6 états du cycle des existences, et ça pointe aussi ce qui participe à cette cause. Les gyumje, c'est ce qu'on appelle la loi du karma, mais en tibétain, quand on dit les gyumje, ça veut dire acte, cause et fruit. Et donc ça c'est intéressant, parce qu'ici on parle chaque fois des trois, c'est-à-dire, on pourrait dire des actes, des causes et des fruits. Et pour chaque état. Donc, on a vu pour les états jusqu'à présent, les états, les expériences infernales, les états d'esprit avide, les états du règne animal et les états humains. Alors après, je pourrais bien sûr m'amuser à vous demander, mais en fait, pour les esprits avides, c'est quoi l'émotion prédominante, c'est quoi la cause. Donc, ce serait intéressant. C'est-à-dire que c'est une façon, je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas dans l'idée d'une interrogation, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer aussi de faire de cette étude, du texte, d'en faire l'occasion d'un apprentissage un peu systématique. Pour autant que ça signifie quelque chose pour nous, mais ça peut valoir la peine. De se dire, ah ok, esprit avide, donc telle émotion, donc tel klesha, soyons précis, et donc telle cause, donc, et tel type de souffrance, c'est-à-dire tel type d'expérience, même s'il peut y avoir une foule d'expériences. Là, on est dans quelque chose d'assez systématique. Mais donc du coup, il y a aussi une possibilité pour nous de clarifier les choses, d'avoir des espèces de points de repère, non seulement dans le texte lui-même, mais aussi dans la compréhension qu'on a du Dharma, ce qui peut être très utile. Là, on peut carrément faire une pierre plusieurs coups. 2 coups, c'est un peu court même, parce que là, on en profite sur plein d'aspects. Ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, je vous propose une lecture, peut-être une épellation et ensuite lecture, simplement comme ça, pour en faire un travail d'écoute conscient. Quand je dis écoute conscient, c'est juste, bon là, c'est pas juste j'ai entendu, mais c'est vous pouvez faire avec dans votre tête, vous pouvez même le faire à haute voix, chez vous, vous avez le micro coupé, mais ça n'empêche pas, et d'ailleurs même en regardant ce replay, vous pouvez le faire.
Donc c'est un exercice d'écoute consciente. Donc vous pouvez vraiment en faire plus qu'un moment d'entente ou d'écoute, mais un moment d'exercice. Donc c'est clair, je crois. Donc je vais commencer et vous suivez dans votre tête ou même oralement. Ta naro to ka to, ma dembu me ta me, ta shapku tu sa tu, na sa ne, la sa le, nga na ngen, pao sa ka sa sak, pa agigui, mao ta shapku tu sa tu. Donc ça donne to me, tu ne, lengen, sakpe, tu. Voilà, le fait que vous l'ayez sur le replay, ça vous permet de vous réentraîner, évidemment, à la fois à l'épellation et à la lecture, si vous le voulez. N'oubliez jamais que la lecture sera toujours intimement liée au texte que l'on apprend. C'est-à-dire que la lecture, pourquoi je dis ça? Parce que la lecture suppose une aisance dans le déplacement du texte. Et donc, quand vous avez une aisance dans la lecture et le déplacement à l'intérieur du texte, évidemment, vous accédez au sens d'une manière très simple. Parce que vous voyez, tome tu ne, lengen sakpe tu. Donc, vous le lisez facilement et vous avez un accès automatique. Je dis aussi ça parce que si on est sans arrêt en train non seulement d'épeler, mais de déchiffrer en se disant « Ah ouais, au fait, comment on le prononce, ça ?» Alors là, c'est vrai, vous avez la phonétique. Mais n'empêche que c'est très utile d'avoir cette aisance. C'est juste pour vous encourager à l'avoir. Hein. N'hésitez pas. Je vais couper vos micros, parce que là, il y a des micros qui sont activés. Voilà, hop, ce sera plus simple. Donc voilà. Donc tous les micros sont fermés. Vous pouvez les ouvrir si nécessaire. Deuxième ligne. Donc, et puis je vois Sophie, bienvenue Sophie, qui a toujours énormément de travail en tant que médecin, donc c'est magnifique de penser que tu as pu te dégager du temps. Tant mieux. Donc, deuxième ligne. Parata taka tak, tanaro toka top, tao wanga wang, kagigu kisa ki, la hata la, magigu mina min, kao nasa ne, sashapku su, sakatakayata kyadembukie sa kie. Alors, je ne vois pas beaucoup de lèvres qui s'agitent, ce qui n'est pas un problème, mais j'espère que dans votre mentalement, la lecture s'agite. Hein, parce que le but, encore une fois, je me répète, mais c'est d'en profiter pour faire un petit exercice de rafraîchissement de l'appellation. Hein. Donc, soyez pas trop passif, si je peux me permettre, dans l'écoute. Il faut en profiter pour faire un travail de lecture aussi. Takto, wanki, flamin, nesukie. Hein? Takto, wangi, flamin, nesukie. C'est aussi bien d'avoir cette approche du texte. Pourquoi? Parce que c'est une approche où, ouais, peut-être qu'on ne comprend pas tout, c'est pas grave, mais au moins on fait du tibétain. C'est-à-dire on met le tibétain dans sa bouche et dans son oreille. Donc c'est aussi ce qui nous ouvre à la langue tibétaine. Bon, ensuite, les deux dernières lignes. Ao taba tap, ratatata narotso da tse, sa data dan shapkyuduka duk, pao sangata ngala ngel, samata mayata nyanaro nyonga nyong, waagigui, sadembuse masa sem, chana chen, ranata namasa nam. Donc, tap tse, dungel, nyungwe semchen nam. Ok. Tapse dungel nyungwe semchen nam. Voilà. N'hésitez pas, quand vous travaillez pour vous, utilisez toujours l'oralité. C'est vraiment une très bonne chose. Parce que vous imprimez clairement dans la conscience base de tout les choses d'une façon différente. Vous émotionnalisez, ça se dit absolument pas en français, mais ça veut dire que vous mettez un lien charnel, si je puis dire, avec le tibétain. La langue, le son, tout ça participe au lien qu'on crée, au lien personnel, au lien intime qu'on crée avec la langue. On le dit peut-être pas assez, mais je pense que c'est une dimension importante. Ensuite, dernière ligne. Panaropo ta la yagigu shagigu shinga shing, ta shapkyutu, sakatakai atakya rembukie, wara war, shanaro shoka shok.
et ensuite om, mani, padme, hum. Ou padme, si on voulait être juste, c'est padme, hum. Volontairement, j'appelle un peu vite. Ça ne veut pas dire que ça doit être vite, mais ça veut dire que l'exercice, vous pouvez le dire plus lentement, mais l'exercice, c'est aussi un exercice de déliage ou déliement, je ne sais pas comment on le dit, de la langue, donc d'habileté aussi qu'on peut utiliser. Ok. En tout, ça nous donne, donc, si je prends l'exercice juste de lecture, vous avez vu, je l'ai mis plus gros, comme ça nous permet d'être un peu dedans directement, sans avoir la phonétique et plein de choses. Et d'ailleurs, j'aurais dû directement commencer par là. Donc, tome, tu ne, lengen, sakpe, tu, takto, wangi, hlamin, nesu, kie, taptse, dungel, nyongwe, semtien, nam, pota, lai, shintu, kie, warasho, et omani, pemehum. Voilà, et on a notre syllabe, une autre strophe, que de toute façon on connaît assez par cœur, mais on la revisite. Et du coup, revisiter, ça veut dire faire attention au ton, faire attention à la prononciation. Hein? Tak, to, tome, tap, tse. C'est une grande difficulté pour nous. Hein? Le tibétain est une langue tonale. On n'a pas l'habitude de respecter les tons dans notre langue, parce qu'on n'en a pas, mais ou très peu. Peut-être gâteau, gâteau. Bon, les Français, ils disent gâteau partout. Bon, les Suisses, on respecte les accents circonflexes. Donc, on a encore des tons. Mais disons, là, en France, dans le français standard d'aujourd'hui, on n'a plus trop de différence. Donc, alors qu'il y en a dans une langue. Donc, ici, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais disons, to, me, tak, to, tap, tse. Voilà. Et là, on voit, c'est doux. Là, c'est, bon, là, tu. Là, c'est doux, là, c'est tu. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de préfixe. Donc, ta, cheptu, tu, ça, tu, c'est bas et expiré. Voilà, c'est un peu, là, on rentre dans la finesse, hein, évidemment. Et puis ici, c'est sa, da, ta, da, cheptu, du, ka, du. Hein, on a un d, du. Alors qu'ici, on a un tu. D'accord? Donc, c'est des petites finasseries. Mais voilà, c'est juste l'intérêt de revoir ça. Ok, donc voilà. Et puis là maintenant, bien sûr, on commence avec notre analyse. Alors là, vous avez à l'écran, bien sûr, vous avez la solution dessous, mais là, ben, c'est comme si on avait masqué le bas de la page. Et ça, c'est bien, de masquer le bas de la page, ce qui fait que ben, ici, on peut mettre nos interprétations hein, qui vont arriver ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, là vous connaissez la séance, c'est que quelqu'un se dévoue pour le bien des autres, donc quelqu'un met son petit costume de bodhisattva, tout brillant, tout clinquant, et puis il y va. Alors qui met son petit costume de bodhisattva, analyseur de texte? Ah bah dis donc, ça se presse au portillon, on dirait. Oh, mais quel enthousiasme! C'est merveilleux! Bon, allez, je pointe. Vas-y, ah non, j'ai vu Marie-Pierre, là, elle a dégainé. Elle a dégainé le micro. Vas-y. Bon, je vais essayer. Mais bien sûr, de toute façon, on essaye. Hein. Voilà. Donc, tout, on le représente en général par une croix, c'est un mot, mais on va le considérer comme particule, c'est une négation. Impeccable. Donc, tome, donc là, on a un voilà, on a un élément. Tu, donc c'est un mot, avec une petite croix. Tout à fait. Mais c'est une particule. Ah, c'est clair, c'est une particule. Là, c'est clair. Est-ce que quand tu vois le nez, ici, na, sa, nez, et quand tu dis particule, tu as tout à fait raison, hein, clairement, Marie-Pierre. Est-ce que tout de suite, il y a quelque chose de familier avec nez en termes de fonction de la particule? Ou est-ce que c'est encore un peu obscur? Alors, c'est un peu obscur, mais je me lance. Est-ce que ce serait un négatif? Alors, alors, non, mais c'est effectivement, ça pourrait, dans certains cas, être un négatif. Ça peut se rencontrer. Mais là, on est dans l'usage standard de la particule nez. Je pointe, je te pose cette question parce que là, il y a quelque chose d'intéressant, pédagogiquement parlant. Ce que je veux dire, c'est que nous, en tant qu'apprenants,
ce qui peut être très intéressant, c'est que petit à petit, on fasse le lien entre une particule et sa fonction globale. Pourquoi? Parce que c'est des points de repère. Donc ici, on pourrait se dire, en termes de points de repère, quand on a Nasane, Nasane, ça nous dit quoi? Nasane, ça nous dit la provenance, la source. C'est pour ça qu'on appelle ça un Chungkung Kija, c'est-à-dire le son qui indique la source, la provenance. Donc ça, c'est le repère. Le repère, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris de la fonction de la particule née. Parce que après on regarde dans le détail, une particule peut avoir beaucoup de fonctions. Certaines en ont carrément, je ne sais pas, 4, 5, 6, et en fonction du contexte. Donc ça peut changer. Mais au moins, on sait que là, d'accord, ça indique Chungkung-da, ça indique une source de quelque chose. Donc par exemple, un lieu, ça vient de quelque part. Par exemple, une comparaison entre quelque chose et quelque chose. Ça, c'est déjà, on rentre dans le détail. Ça, c'est déjà les fonctions subtiles de la particule. Mais là, dans notre travail pédagogique qui consiste à petit identifier des points de repère, ça a son importance que d'essayer de relier pour nous-mêmes, dans notre compréhension, de relier né à quelque chose, voilà. De la même manière que si on a là en dessous Kagegukisaki, il pourrait y avoir petit à petit, par familiarisation, une forme de réflexe en se disant « Ah là, tiens, ça a une tête d'ergatif ou d'instrumental. Donc ça indique une action forcément produite. » En gros, avoir ce niveau de compréhension en gros qui nous permet de repérer. Ok, ça c'était juste une parenthèse. Je te laisse poursuivre. Vas-y Marie-Pierre. Alors, ensuite on a les. Les c'est un mot, donc ouais. C'est exact. Même c'est mauvais. Ouais. Donc là, du coup... On a une croix, un groupe avec une croix. Tout à fait. Lengen. Lengen. Voilà. Très clair. Ensuite, on a Sakpa. Sakpa, très bien. Voilà. On s'arrête avant le Agigu, qui est un génitif. Tout à fait. Le Agigu qui est un génitif. Voilà. Et le Sakpa, c'est un verbe. Pardon, j'ai pas entendu. Le Sakpa, c'est un verbe. Tout à fait. Complètement. Voilà, accumuler ou accumulation. Ah, très bien. Accumuler, accumulation. Parce que le tibétain, rappelons-le peut-être, ici c'est le radical verbal, et ici, là, cette chose-là, le pas, c'est le suffixe. Quoi, le suffixe? La particule nominalisatrice. C'est-à-dire, c'est elle qui va faire que on passe de ski à skieur, de ski à skier. Donc, on joue sur la racine d'un verbe et la manière dont on traite cette racine verbale. Ici, c'est la racine verbale qui nous dit accumulation, pour faire court. Et puis donc, pas, ça peut être le participe passé pour nous, quelque chose d'accumulé, etc. Donc, ou l'accumulation si on nominalise. Mais on est toujours dans le rapport, donc, racine verbale, vraiment, et puis ensuite, on y met des choses derrière. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et dis-moi quelque chose de ça, peut-être? Oui, c'est-à-dire le agigu, donc c'est le génitif, qui relie le déterminant qui est avant lui, sakpa, à tout qui est après, qui est le déterminé. Mais c'est top, bah dis donc, c'est impeccable. Et puis là, c'est le déterminé, mais il y a quelque chose dans le tout. Oui, alors le tout est un suffixe, le sa, qui est une particule. Plop. Alors là, j'ai pas encore retenu. Très bien. Là, il y a une famille. Et la famille, c'est comme ça. La famille, c'est qu'on a un kagiguki une fois et on a un sa une autre fois. Et en fait, c'est la même logique. C'est-à-dire que, alors, c'est là où vraiment je peux reparler de familiarité. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, on associe clairement le Kagiguki Saki à un ergatif instrumental, mais de la même manière, on se dit « Ah, le sa est une des 5 formes. » Parce que, mais alors là, de nouveau, là, vous avez deux choix. Soit vous reprenez les leçons, et surtout, je crois, la leçon 6, il y avait eu un focus sur les particules. Cela dit, si à un moment donné, vous avez envie d'un focus sur les particules, on se refait un focus sur les particules. Tout le monde sera content. Mais, donc, soit je reprends
on a le choix. Soit on apprend par cœur les différentes formes des particules et leurs fonctions, soit petit à petit, par capillarisation, on repasse dessus, puis on se dit ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, et puis ça rentre. Donc là, on fait comme on veut, évidemment. Mais, clairement, Kagigu Kisaki, au bout d'un moment, on l'identifie, ergatif instrumental, et de la même manière ici, on l'identifie parce qu'on sait que c'est une des formes. Et on identifie, on a d'autres repères. Mais attendez, hein, ne soyez pas, faut pas que ça vous déprime. C'est normal. Avant de développer cette forme de familiarité avec le texte, où clairement, paf, 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 on voit tous les éléments, c'est du boulot. Hein. C'est comme quand vous vous déplacez dans la forêt, avant de complètement reconnaître toutes les essences des arbres, ça prend un peu de temps. Il faut se promener pas mal de temps dans la forêt. Et c'est la même chose, il faut se promener pas mal de temps dans les textes pour qu'au bout d'un moment, on acquiert des réflexes. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble. Hein. Mais bon, franchement, Marie-Pierre, c'est super. Et c'est super dans le sens où ta balade dans la forêt du texte, là, elle commence à devenir intelligible. C'est-à-dire que tu n'es pas juste devant c'est quoi tout ça. Donc, c'est pas mal. Parce qu'il y a plus d'aisance, parce que, voilà, tu accèdes à la compréhension. Allez, qui se lance pour la deuxième? Ok, je veux bien analyser. Thibaut, il était plus rapide, donc Florence, ça sera la troisième. Ok. Il a dégainé, là. Ah non, mais il faut dégainer, hein. Une fois que vous êtes chaud, ça va très très vite, hein. C'est terrible. Allez, on y va. Alors, Plaktok, Wanki, Lami, Nesuke. Impeccable. Déjà, lecture, top. Bravo. Plaktok, c'est la jalousie. Yes, la jalousie, celle qui nous fait tant souffrir. La jalousie, Ok. c'est quoi? C'est quoi? En tibétain, c'est quoi? Comme bestiole. C'est quoi? Porc-épic ou... C'est? L'envie? Non. Takto, comme bestiole, c'est une émotion perturbatrice, telle que nous le dit la Vulgate bouddhiste. Mais si vous voulez être plus précis, c'est une klesha ou un klesha. J'en sais rien en sanskrit si c'est masculin, féminin, mais c'est donc des attitudes toxiques. Hein. C'est comme ça que les Tibétains classifient. Toutes émotions ne sont pas mauvaises, hein, mais là en l'occurrence, takto, c'est des nyunmongpa en tibétain. Hein. Donc la bestiole, c'est une nyunmongpa. Je vous le dis, par la tranche, il n'y a pas forcément ça dans la liste, mais voilà, petit à petit, ça fait son chemin. Ah, il y a Kelly qui nous rejoint. Hello Kelly, super. Je te laisse continuer, Thibaut, vas-y. Ok. Wang, c'est la puissance, la force. Oui, le pouvoir aussi. Donc, le pouvoir. Non, mais aussi, Donc là, hein, c'est pas... Ouais. ok. Donc là, ça fait une liaison entre les deux. Plaktok, Wang, donc la force de la jalousie. Très bien, le pouvoir de la jalousie, la force de la jalousie, oui, là, on sent l'emprise, là. Après, le ki, avec un sa, c'est un jeja, donc une particule d'action, particule de fer. Tout à fait. Alors, on a entendu Thibaut qui nous dit Cheda. Et Cheda, c'est le nom pour dire, en tibétain, le nom pour dire la particule qui indique une action. Cheda. Ta, c'est le son. Hein? Tout à fait. Donc, ça indique ce qui est avant, agit ou participe à l'action. Impeccable. Après, il y a Lamin, donc ça veut dire les non-dieux, littéralement. C'est les demi-dieux. Absolument. Alors, on peut dire les non-dieux ou ceux qui ne sont pas dieux. Hein? Si min est un identifiant, par exemple, hein, une manière de dire je suis, par exemple, donc c'est je ne suis pas. Je ne suis pas Dieu. Là, alors, ça suppose que, là, tu as été vite, mais ça suppose que là, ça veut dire, donc, Deva, clairement. Hein. Okay. Donc, ouais, là, c'est Dieu. Min, c'est ne pas être Dieu. Ensuite, Né, c'est l'endroit. Yes. Donc, Né, c'est l'endroit des demi-dieux. Oui. Et après, Sou, c'est un Laden, c'est une particule de direction. Très bien, c'est une particule de direction. On peut le dire comme ça. C'est une particule, quand on regarde le clair-lumière, ce qui est intéressant par rapport à cette particule, ils disent que ça marque le lieu d'incidence. Et c'est intéressant comme manière de dire les choses. Ça veut dire l'incidence, c'est là où ça se passe. C'est très large, l'incidence.
Là où ça se passe, ça veut dire le lieu où une action se déroule, un bénéficiaire éventuellement, une incidence, toujours. Donc effectivement, c'est un ladon. Soyons pas très compliqués, hein, c'est là une des grandes particules majeures. On pourrait dire qu'on a ça, l'ergatif instrumental hyper important. On a avant, là on a un génitif hyper important, c'est notre deuxième famille. Et puis là, on a troisième famille hyper importante, c'est notre particule oblique ou le datif locatif. Là, ça c'est les trois groupes de particules qu'il faut absolument petit à petit connaître. Voilà. Donc, très bien. Donc, nes ou kie. Et donc, qui c'est la naissance? Oui, la Donc, naissance. naître dans le lieu des demi-dieux. Exactement. Naître dans le lieu des demi-dieux. Et à cause de quoi? Par la force, par le pouvoir de la jalousie. Exactement. C'est pour ça qu'on a notre legude, c'est-à-dire la puissance de la jalousie. Et puis, le fruit, c'est la mine, d'accord? Évidemment. Et puis, ici, donc, c'est la cause. Et puis, oui. Ben voilà. Donc, on pourrait dire à cause de. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Wangi, on pourrait dire par le pouvoir de, ou à cause de, ben ça. Et là, on comprend bien l'ergatif instrumental. C'est-à-dire, c'est l'instrument de, hein, c'est l'agent. C'est l'agent d'une renaissance. C'est-à-dire que notre jalousie, alors ça, on est d'accord, c'est le fruit, on va dire, dans une autre vie. Mais la jalousie, déjà maintenant dans notre vie, même si on ne renaît pas comme Dieu jaloux, ça nous pose plein de problèmes, la jalousie. Donc, il y a toujours l'idée, et c'est ça qui est intéressant avec le karma, si je peux me permettre cette petite parenthèse, c'est parce que ce n'est pas du tout une catégorie philosophique, c'est juste un bête constat, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a une incidence. Et là, on le voit bien, hein. Là, on a vraiment l'idée du pouvoir. Il y a il y a une force. Et cette force, elle n'est jamais neutre. Une force, on exerce une force sur quelque chose, sur quelqu'un, voilà, donc il y a un effet. Donc il y a quelque chose de très basique dans le constat. Alors là, c'est moins basique, parce que là, on part dans une représentation particulière. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le lieu de naissance, ici, représente la forme d'un conditionnement. Donc là, c'est intéressant aussi. C'est de considérer qu'un lieu de naissance, c'est d'abord et avant tout une expression, comme une espèce d'expression visible d'un acte, ou expression visible donc d'une force. Donc un état. On est dans un état, mais bon voilà, c'est pas juste je vais dans cet état. Il y a quelque chose, et ça c'est qui est. C'est-à-dire il y a quelque chose qui produit cet état. Hein. C'est pour ça que c'est différent. Faire et naître dans le sens de quelque chose qui se produit. Donc là, ça a une indication, c'est une indication de compréhension du sens qui est importante par rapport à l'idée générale du karma. J'espère que je suis clair dans ce que je suis en train d'essayer de vous dire, mais bon. Voilà. Et puis maintenant, parfait, hein. Merci Thibaut, c'est top. Jean-Marc, Ouais, bien sûr. tu peux nous expliquer le mot à mot de Chat-Top, un syllabe à syllabe? Écoute, ça veut certainement dire quelque chose. Je vais regarder mon dictionnaire parce que c'est une vraie colle. Par grande paresse intellectuelle, je ne me suis pas penché sur la question et du coup, je suis embêté pour vous répondre. Mais je vais voir si le clair-lumière qui arrive toujours à la rescousse dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors franchement, c'est intéressant. Il parle de deux sens. Il dit, par exemple, ça a peu... le premier sens, c'est pas très intéressant pour nous, c'est la notion de chiffre. Donc, par exemple, on pourrait dire tongcha ou sumcha. Donc, par exemple, pour dire tongcha, ça veut dire 1000, par exemple. Donc ça, c'est, voilà, donc une manière d'exprimer. On le retrouve comme ça, avec la même orthographe. Et sinon, c'est un espace ou un pays ou quoi que ce soit qui demeure entre deux choses. C'est intéressant, ça.
C'est intéressant du point de vue étymologique, parce qu'on pourrait très bien imaginer que takto, c'est vraiment quelque chose qui pousse à la séparation. Hein. Il y a vraiment les autres et moi. Alors là, c'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais je pense que c'est assez joli, le sens de cha, dans le sens de quelque chose qui, quoi que ce soit, qui demeure entre deux choses. Par exemple, tsikpe cha, la distance entre deux murs. Minigi cha, l'espace entre deux personnes. Donc, c'est assez intéressant. En anatomie, ça peut aussi signifier les épaules, donc qui séparent, donc qui sont de chaque côté d'un individu. Mais je pense, alors ça, c'est vrai, là, je pourrais pas dire que c'est exactement ça, mais takto, effectivement, on se sent très séparé de l'autre avec la jalousie. Ça nous différencie énormément. C'est du genre, lui, il a et moi, j'ai pas. Donc, et ça va pas du tout. Donc, là, on n'est pas du tout du même côté. Il y a vraiment, avec la jalousie, on a clairement identifié notre ennemi. Hein. Dans la logique des Nyomumpa, hein, dans la logique des Kleshas. Dans la logique des Kleshas, c'est lui, il a, moi, j'ai pas. Donc, lui, non, je l'aime pas, quoi. La logique des Kleshas est très basique. Hein. On ne fait pas dans le raffiné, là. Hein. On n'est pas dans l'élucubration philosophique. Hein. C'est juste, moi, j'ai pas et c'est dégueulasse. Donc, du coup, évidemment, le sentiment de différence, il y a quelque chose qui me sépare de l'autre, pour reprendre cette étymologie qui, à mon avis, est très nette. Alors, il faudrait voir. Hein. Mais maintenant, je vais regarder to, tanaroto ka tok, et on sera peut-être fixé. Tanaroto ka tok, et on a tok. Eh bien, très intéressant, et qui a deux connotations, donc de proche et de confiné, mais en même temps de restriction. Hein. C'est assez intéressant. Donc, on pourrait dire que takto, c'est éloigné et proche. C'est super intéressant. Merci Thibaut d'avoir posé cette question. Tu vois, tu me rends curieux grâce à ta question. Et puis, j'apprends quelque chose, largement. Comme quoi, hein, apprendre le tibétain aux autres, comme toujours, hein, on apprend soi-même. Et puis là, voilà. Proche, c'est donc loin et proche. Et c'est vrai que ça se comprend avec la jalousie. Hein. Encore une fois, c'est une interprétation, mais on est éminemment concerné par l'autre et on se sent éminemment éloigné de l'autre parce qu'on n'a pas ce qu'il a. Donc on est traité très différemment et en même temps, ça nous concerne énormément vu qu'on ressent ce qu'on ressent. Donc c'est pas mal trouvé d'avoir mis ces deux mots l'un à côté de l'autre. Cha et to. Chak-to. Quoi qu'il en soit, c'est la jalousie. Hein. Et par contre, ce qui est clair, c'est que les demi-dieux, eux, ils sont... toutes les descriptions des demi-dieux, c'est exactement ça. Ils sont très proches des dieux, parce qu'ils sont juste à côté, donc ils sont vraiment proches, puis en même temps, c'est ça qui rend leur vie insupportable. Non mais vous vous rendez compte? Parce que chez les demi-dieux, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais chez les demi-dieux, d'abord, il faut savoir que chez les dieux, il y a un arbre qui exauce tous les souhaits. C'est du genre, vous êtes sous l'arbre, et vous obtenez tout ce que vous voulez. Mais l'arbre, il prend ses racines où? Chez les demi-dieux. Donc vous imaginez les boules que les demi-dieux ils se font là. C'est-à-dire que l'arbre, il prend naissance chez eux, mais les fruits, Tintin, jamais. C'est jamais pour eux. Et pourtant, ça pousse chez eux. Alors là, c'est pas les petites boules. Là, c'est juste l'énervement maximum. C'est carrément une horreur. Donc, c'est pas juste un truc très loin, c'est un truc très proche. Et la jalousie, elle se développe toujours avec quelque chose d'extrêmement proche, pas avec quelque chose de loin. Si c'est loin, on s'en fout. Ah bon, lui, il a une voiture? Ah d'accord, ok. C'est pas le problème. Moi, j'ai même pas eu l'idée d'en avoir une. Donc, je ne peux pas avoir de la jalousie. Je ne peux avoir de la jalousie que pour quelque chose qui me concerne très directement. Je ne peux pas avoir de la jalousie pour quelque chose qui est loin de moi. Donc, c'est le drame des demi-dieux.
Et donc, merci encore une fois, hein, Thibaut, parce que le fait de rentrer dans l'étymologie de ce mot, je pense que clairement, ça ne peut pas avoir d'autre sens que ça, quoi. Je pense. C'est la beauté du tibétain aussi, hein, on n'arrête pas de découvrir des choses. Ok? Ça vous parle, les demi-dieux? Ça nous parle, hein. De temps en temps, on est assez demi-dieux, hein. Ok. Alors, ben, on va voir la conséquence, parce que là, on a vu cause, fruit, et puis tapse, on pourrait dire, même d'ailleurs, allons savoir, peut-être que là, tapse dungel, c'est peut-être aussi le résultat, parce que finalement, ben, ça, c'est une conséquence, être né dans les demi-dieux, et puis ensuite, ben, il se trouve que ben, il y a un résultat. Ça, c'est la conséquence des actes, d'accord, mais là, maintenant, bah, il y a ce qu'on éprouve. Et donc, c'est toute cette phrase. Qui l'analyse? Elle est simple. Disons, elle est simple parce qu'on a fait toutes les analyses avant, mais allez-y. Florence. Mais bien sûr, Florence. Alors, Tapse, Dungel, Nyongwe, Semshendam. Impeccable. Alors, ici, tap-tse, c'est T-S-E-U, si on veut. Hein. Tse, tap-tse. Tap-tse. Tse, non, tse. Tse, T-S. Non, pas tse. Tse. Non, tse. Là, ils vont se marrer sur YouTube. Si, allez, vous pouvez rire. Tse, tap-tse. Tse, ça viendra, c'est pas grave. Tap-tse, c'est pas tap-tse, c'est tap-tse. Mais pas grave. Ouais. Dungel. Nyongwe. Alors là, on a la particule akikui. Impeccable. Qui fait un lien entre le mot précédent et le mot suivant. C'est tout à fait clair. Tac, tac. Je vois que vous avez acquis des réflexes maintenant dans l'analyse. C'est vraiment une très bonne chose. Semshenam, c'est le pluriel. Ouais. Le pluriel de ça, hein, on est d'accord. Parce que le pluriel, c'est le nam, et puis le pluriel donc de ça. De ces êtres. Voilà, parce que ça, c'est les êtres. Ces êtres qui expérimentent la douleur. Tout à fait, expérimente, c'est ça, hein, c'est l'expérimentation. Hein. Nyongwe semtien. Nyongwe semtien. Les êtres qui expérimentent. Hein. Déterminant, déterminé, toujours. Hein. Alors, qui expérimentent la douleur, des luttes, des querelles, des conflits. C'est ça. Et je vais faire la même question que Thibaut. Ouais. L'origine de Tapse. Alors, l'origine de Tapse, ben moi, je fais la même réponse que j'ai fait à Thibaut, parce qu'il se trouve que j'ai un peu oublié, j'avoue, honteusement, le sens de tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, en tibétain, on prend Tapse, et puis on sait que c'est les luttes et les conflits, mais on va regarder dans le sens vraiment, et c'est intéressant. Donc, conflit, lutte, bataille, et clairement entre des parties. Donc là, on est vraiment, excusez-moi, on est vraiment dans les querelles, dans les rivalités. Tout ça sont des synonymes de tap. Et donc maintenant, on va regarder tse, donc ra, tsa, ta, tsa, naro, tsoda, tse. Excusez-moi. Alors, bah, ça a plusieurs sens. Un premier sens, c'est le sens de débattre, d'argumenter. Comme dans les débats, clairement. Hein? Tsepa, c'est faire un débat en tibétain. Donc, c'est querelle et... Ouais, ça discute, quoi. Hein? On s'engueule, clairement. Voilà. C'est les arguments, avoir des débats, des arguments, clairement. Là, c'est tous les sens qui sont donnés ici. Une querelle, une dispute aussi, on retrouve ça comme sens. Évidemment, alors dans ce cas-là, on est dans des mots très proches. Donc, tap, tse, c'est vraiment, tsepa, c'est dans la langue parlée, c'est le débat. Hein. C'est vraiment débattre de quelque chose. On ne dira pas autre chose. Donc, tsepa, ça c'est clair. Donc, tap, donc voilà. Bon, là, les querelles. Donc, querelle et débat.
querelle et rivalité, querelle et vindicte, ou plutôt rivalité. Donc c'est clair. C'est les souffrances qu'ils éprouvent, hein. Et c'est d'ailleurs intéressant. Une question sur le génitif. Ouais. Akikui, c'est un lien donc, entre ce qui précède et ce qui suit, mais c'est aussi entre ce vers et le vers suivant. Alors c'est super intéressant ta question, parce qu'effectivement, on peut complètement comprendre que c'est Nyongwe Semtien Nam, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'en tibétain, une chose dont on est sûr, c'est qu'ici il y a un Jelja, alors là c'est clair, un génitif, mais on pourrait très bien imaginer que le groupe c'est ça, hein, tac, et puis après le deuxième groupe c'est ça. Parce qu'en fait c'est les êtres qui quoi? Les êtres qui éprouvent les souffrances des luttes et des querelles du fait d'être nés dans le monde des Devas à cause de la jalousie. Et ça marche. C'est-à-dire que notre groupe de mots, ben, c'est ça tout à coup, hein. Paf, 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 paf. C'est complètement possible de faire un groupe de mots comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le principe du génitif. Le génitif, il relie deux parties, hein. Par exemple, quand on dit la pomme de Pierre, très bien, mais on pourrait dire la pomme rouge qui est tombée de l'arbre dans le jardin de Simone, ben, c'est la pomme de Pierre, quoi. Donc là, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de limite. Après, la limite, on l'a fait aussi par convenance, pour dire Nyongwe Semtien Nam. C'est aussi pour bien saisir que Nyongwe Semtien, c'est les êtres qui éprouvent, pour rester là-dessus. Mais évidemment, ils n'éprouvent pas neutre. Pour qu'on dise éprouver, ça veut dire éprouver quelque chose. Donc on peut aussi dire ce qu'ils éprouvent. C'est certain, c'est clair. Mais par contre, l'importance du génitif, c'est de bien voir, ça nous permet d'isoler ça. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on sait que, quoi qu'il en soit, tout ce qui précède là avec le génitif, hein, il y a plein de choses qui précèdent, on est d'accord, mais ça concerne ça. C'est-à-dire, ça concerne les êtres. Et là, dans notre organisation du texte, ça devient très intéressant. Parfait. Et puis, alors là, c'est du beurre. Qui c'est qui se fait le bout de beurre? Jean-Marc, c'est une question par Je t'en rapport prie, Claudine. à la chose précédente. Il n'y a pas besoin de particules entre la deuxième et troisième strophe si on relie avec le génitif. Où ça, tu veux dire? Excuse-moi. Entre naître et querelle. Les êtres qui expérimentent la souffrance, des conflits, des querelles, pas parce qu'ils sont nés, mais il n'y a pas besoin entre ces deux. Ah, tu veux dire qu'entre cette phrase-là et cette phrase-là, c'est ce que tu veux dire? Oui. D'accord. Si on le relie, on peut le relier sans particules, si par exemple c'était pas versifié. Tout à fait. Ouais, on pourrait complètement. Parce que c'est du genre, c'est pour ça qu'on peut le séparer quand même. Hein, là, c'était dire que oui, on peut faire ce groupe-là, on est d'accord. Mais on peut aussi le séparer. C'est-à-dire que là, c'est clairement les êtres qui naissent dans le domaine des demi-dieux. Et là, on n'a pas besoin de particules, parce que ça se suffit en lui-même. Une particule, c'est toujours pour trouver un lien avec la suite. Donc, il y a un lien, oui, de fait, du point de vue du sens, mais on pourrait s'arrêter là aussi. On pourrait très bien dire, bah voilà, à cause de la jalousie, ils naissent dans le domaine des devas. Point. Et notre phrase, elle tient. Donc, la particule, en fait, c'est pour ça qu'on peut parler souvent de phrases subordonnées, principales, subordonnées, etc., pour dire qu'il y a des articulations entre phrases, mais c'est vrai que même dans le tibétain parlé, on dirait « j'ai takto la tene ta mi detso tene semchen detso flamin la kiegire tene kietsanne ta dungel nyungire dungel kare hein kare ge dungel nyungire ta takto tapso ge dungel nyungire. Donc, alors là, en tibétain, si tu l'expliques, la phrase comme ça, en parlant tibétain, ben voilà, tu feras quand même peut-être un lien, comme je viens de le faire assez naturellement, en l'expliquant, ben, c'est à cause de ça, hein, Kietsanne, ou du fait qu'ils sont nés, donc ils éprouvent ça. Alors, c'est vrai qu'en tibétain parlé, là, tu vois, naturellement, il me vient un emploi pour lier les deux, vu que je veux le dire quand même. Ce que je veux dire, c'est que parce qu'ils sont nés là, ils éprouvent ça.
Et du coup, bah, tu vois, tu me fais réfléchir encore une fois. Et je pense que bah, le fait de le dire, voilà, il vient naturellement des formes de construction pour exprimer ça, le lien. Mais c'est vrai qu'en versifié, on peut s'en passer largement. Du fait de la force du sens. Hein. On n'a pas besoin de le préciser. Parce que la naissance ben, fait que ça nous amène à quelque chose. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas d'équivoque. Voilà. Donc, là, la dernière phrase, juste pour le plaisir, c'est tout simple. Qu'il a dit. Bon, c'est facile, hein. Moi, je veux bien, alors. Mmh. Je peux continuer. Bah, bien sûr, Claudine, vas-y. Donc, Pota Alai, Chingtu, Kiewa, Sho. Impeccable. Potalai, Shintu, Kiewarasho. Voilà, l'analyse est assez limpide, mais je te laisse la faire. Euh, Ah là, il faut que tu rouvres ton sur micro. mon truc, voilà. Ouais, pas grave, pas c'est grave, pas grave. Alors, Pota Alai Shing, Bravo. avec un génitif. Yes, que voici ici. Kedra, hein? Non, un Dreldra. Delda, impeccable, voilà, le génitif, voilà. Donc, Shing, c'est le chant du Potala. Très Au bien, milieu du le potala, chant, comme ça. complètement, le chant du potala, la terre pure du potala, le domaine du potala. Ça, après, c'est nous, on va trouver nos mots français. Mais ce qui est très important, c'est de voir la structure. Tac, un génitif et puis un mot. Donc ça, c'est super important. Ok. Après, donc, tout, c'est un latin. Tout à fait. Donc, particule oblique. Ça marque donc le lieu d'incidence. Donc, Exact. dans quel lieu, j'allais dire, dans le champ du potala. Dans quel lieu? Tu as complètement... tout à fait. On sait que... Bon, alors c'est un peu évident, mais on sait que du coup, ça, c'est pas autre chose qu'un lieu. C'est-à-dire que la force de la particule, et ça, c'est intéressant, c'est que la particule, c'est la particule qui fait le lieu. Parce que sinon, bêtement, le champ pur du potala, on pourrait dire, mais non, mais c'est un lieu. Ouais, d'accord, mais on pourrait en parler autrement que d'un lieu. Donc là, automatiquement, ça devient un lieu, il n'y a pas de doute. Donc après, on a Kiewa Sho. Oui. Sho. Donc, Kiewa, c'est naître. Oui. Le Ra, qui va avec Wa, c'est donc... alors, un datif locatif, non, ça peut... Non, ça, datif locatif, ça peut être le lien entre deux verbes aussi. Ça peut être dans cette fonction-là ici. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler une... là, c'est un truc un peu particulier en tibétain, c'est ce qu'on pourrait parler de tenyi, c'est-à-dire une marque d'incorporation. C'est une fonction du latin aussi. Ça nous permet de créer des constructions comme ça. C'est-à-dire, là, c'est une construction classique, hein, pour dire puisse-t-il, parce que le sho, c'est puisse-t-il, on est bien d'accord. Mais c'est puisse... si on voulait le dire très littéralement, on pourrait dire puisse-t-il naître en, c'est-à-dire le ra, ça donne quelque chose dans la marque d'incorporation de en quelque chose, puisse ceci advenir sous cette forme, on pourrait dire. Mais c'est une construction, on peut le prendre, pour simplifier, on peut le prendre simplement comme un type de construction qu'on repère souvent, qui est tout le temps là, quoi, voilà, qui est warashio. Mais effectivement, c'est une particule, c'est tout à fait juste. Parce que kiewa, parce que le wa aussi est une particule. C'est-à-dire là, il y en a deux. Il y a tac, tac. Parce que kie, c'est le radical verbal. Hein. Donc quand on dit kiewa, tout seul, quand on dit ça, tout seul, kiewa, bah, ça tient tout seul. Kiewa. Kiewa, c'est la naissance. Ah oui. Alors que ce soit kiewa ou kiepa, dès qu'on met pas ou wa, c'est un nominalise, c'est ça? Complètement. Bon réflexe. Complètement. Alors maintenant, après, on voit que dans l'usage, on nominalise pas de la même manière, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on nominalise, effectivement, quand on fait un participe passé, c'est une façon de nominaliser. Quand on, quand on fait un mot, c'est une autre façon, quoi. Un skieur et skier, c'est pas la même chose. Une accumulation
et quelque chose d'accumulé, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, le tibétain, alors là, ma connaissance du tibétain est largement encore trop limitée pour vous dire, expliquer et être complètement sûr que là, on peut être clairement certain que quand on met pas, ça a telle fonction, quand on met wa, ça a telle fonction. Là, bon, j'avoue aussi que là, c'est aussi un peu par paresse. C'est-à-dire, je n'ai pas été gratté jusque-là. J'aurais peut-être dû. C'est vrai que la question est intéressante. Mais parce que, tout simplement, par l'usage, on sait que kiewa, bon, ben voilà, ça c'est nominalisé, et puis ensuite le contexte me le dit. Si par exemple je dis kiewa pour dire les êtres, dans le sens de ceux qui sont nés, hein, parce que je peux le trouver dans un texte, donc automatiquement le contexte du texte me dit que, dans ce cas-là, c'est un nominalisateur dans le sens de ceux qui sont nés. Et puis dans un autre contexte, je vais me dire, non, c'est le verbe à l'infinitif. Parce que ça, c'est le contexte qui te le dit. C'est pour ça que, après, je pense que, clairement, si je devais faire de la composition tibétaine, ce dont je ne suis absolument pas capable, il faudrait là manier toutes les règles grammaticales subtiles, alors là, certainement qu'un auteur, il va pas employer pas indifféremment que le wa. Ça, je pense que lui, il fera la différence. Ou elle fera la différence, évidemment. Mais moi, je ne sais pas. Mais cela dit, après, si vous avez le clair miroir, par bonheur, vous pouvez gratter de là-dedans. Là, vous allez trouver des réponses. Ça, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas comme ça, là, mais vous l'avez. Sûr. Donc voilà, est-ce qu'on est... Donc là, c'est parfait. Donc ça veut dire, puisse-t-il naître en le champ pur du Potala? Donc voilà. Et ça, c'est extrêmement important, parce que là, on apprend plein de choses dans cette syllabe, dans cette strophe. D'une part, cet enchaînement entre les actes, les causes et les effets. Donc ça, c'est aussi très important. C'est une vision du karma qu'on peut développer. Et puis surtout, c'est la force des souhaits. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette prière, bon, c'est un peu évident, mais quand même, c'est bien de le souligner, c'est que chaque fois, on a la présence de la compassion, tout le temps. C'est-à-dire, on n'est jamais en train de faire le simple constat. Parce qu'imaginez, on pourrait faire le simple constat, dis donc, manque de peau, ceux-là, ils sont renés chez les devas ou les demi-dieux, dis donc, c'est pas rose tous les jours. Et puis, du coup, attendez voir, c'est leur problème, moi, je suis pas dans cette situation, donc tout va bien, non, pas du tout. Là, on développe de la compassion, puis on développe de la compassion pourquoi? Parce que on sait très bien combien ça fait mal, la jalousie, et combien ça nous fait souffrir. Donc, on n'est pas... cette dernière phrase, c'est pas juste une petite formalité pour chaque strophe, parce qu'il faut se souvenir que, voilà, il faut faire les souhaits, quoi. Non, ça participe d'une compréhension profonde, et qui est d'ailleurs très intéressante. C'est-à-dire, la compréhension de la situation des êtres dont on parle ici nous amène à avoir de la compassion. Et la compréhension qu'on a de la situation, c'est parce que nous-mêmes nous éprouvons de la jalousie. Si on n'en éprouvait jamais, on ne comprendrait absolument pas. Donc en fait, notre propre souffrance, elle nous ouvre à la compréhension de la souffrance d'autrui. Ça, c'est la petite parenthèse philosophico- ou dharmico-philosophique, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Évidemment, c'est important dans la compréhension de notre texte. Parce que du coup, ça devient très beau. C'est-à-dire qu'en récitant cette prière, on prend conscience de choses très importantes pour nous-mêmes, pour les autres. Et là, on entraîne quelque chose. Tout à coup, le texte, c'est pour ça qu'on n'est jamais loin du sens, évidemment, parce que le texte devient un moyen d'éprouver. Et là, c'est fort, et là, c'est bon. Ok, très bien. Je pense que c'est assez clair. Vous avez ensuite l'analyse dessous. Bon, voilà, il n'y a pas de secret pour vous, elle est claire. Le vocabulaire, pour le coup, est assez simple. Vous avez vu, j'ai un énorme retard sur le Quizlet. Là, il me faut que je fasse 2 leçons Quizlet. Ouais, je vois Dominique, elle râle. Donc, elle a raison, il faut râler. Vous avez tout à fait raison. J'espère faire les Quizlet, rattraper mon retard. Je ne sais pas si je vais y arriver là cette semaine. Je vais être pas mal pris. Mais bon, en attendant, comme ça, vous avez l'occasion de râler. C'est déjà pas mal.
Et puis, vous avez aussi, de toute façon, les autres quiz. Non, mais là, je m'en sors un peu facile. On est d'accord, mais je vais essayer de rattraper mon retard. Vous avez ici le vocabulaire. J'ai mis le rappel, parce qu'on va finir par s'en souvenir, moi y compris. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est pas inutile. Sur qui est, c'est un verbe non volitif, puis comme ça, ben voilà, on revient sur le truc. Ah oui, les verbes, ah oui. De temps en temps volitif, de temps en temps non volitif. C'est bien de le savoir. Et puis parce que, oui, ben c'est ça le problème. Quoi, le problème, c'est pas un problème. Mais au bout d'un moment, quand on se déplace dans le texte suffisamment, on se dit, bon, bah ouais, ok, c'est le verbe naître, quoi. Mais en fait, non, il y a le verbe naître, donc on produit quelque chose, on fait naître, et puis il y a je suis né. Et c'est pas la même chose. Donc, du point de vue de l'intention, évidemment, et ça change quelque chose. Donc, du coup, c'est important. Et puis, bah voilà, c'est tout. Cette leçon, elle est très digeste, hein, il me semble. Ça vous va? Super. Il y a des questions? Même pas? Non, mais attendez, c'est dingue. Vous n'allez pas me dire qu'on termine 5 minutes avant, là. C'est une folie, ça. Une bêtise. Bah, vas-y. Jean-Marc, Oui. pour retenir tape dessus. Tape dessus. Ta... Tape dessus. Ah, c'est joli. Donc là, c'est un mnémotechnique que tu nous proposes. C'est ça? Alors, Evelyne, vas-y, je t'écoute encore que je comprenne bien. Tape dessus. Tape dessus. Tape Tape dessus. dessus, tape dessus, mais c'est pas mal, ça. C'est Ouais. une bêtise, hein. Ouais, c'est une bêtise, mais disons, tu vois, la mnémotechnique, c'est des fois des bêtises, mais ça nous rend des fois bien service. Donc, tout à fait. Je voyais quand même Annie qui a fait apparaître sa petite vignette. Elle voulait peut-être dire quelque chose, Annie. Elle a Oui, réservé. c'est intelligent. Hein? Le potala. Oui, alors vas-y, je t'écoute, Annie. Dis-moi. Le potala, tout le monde le connaît en tant que le palais du potala à Lhasa, Ouais. mais c'est aussi une région en Inde. Oui, bah vas-y, je te laisse développer. C'est une région en Inde, dis-moi. Voilà. Une région en Inde dans le sud, je crois, qui Oui, de Chenrezig. tout à fait. Rio Potala, la montagne du Potala, absolument. Et qui est complètement Rio Potala. Il y a plein de choses, je pense, qu'on pourrait dire sur Potala. Potala, ce qui est aussi intéressant, vous savez bien sûr, hein, évidemment, on ne l'a pas dit, mais tellement c'est évident, c'est le palais, donc, à Lhasa. Alors, ce qui est par contre très intéressant, c'est pourquoi le palais à Lhasa. Et ça, une fois, je me rappelle avoir eu l'occasion et la chance aussi de pouvoir m'entretenir avec Christina Scherer-Schaub. C'était à l'époque pour une émission de radio. Christina Scherer-Schaub, elle vit toujours, c'est une grande tibétologue. Elle a fait elle a écrit beaucoup de choses très intéressantes. Et elle m'avait fourni une analyse de l'existence du Potala comme, alors pour vous la faire courte, mais comme une manière dont les Tibétains sont friands, qui était une façon de mettre en scène d'une transposition donc terrestre d'une réalité spirituelle. Un peu, alors avec toutes les prudences qu'on peut faire sur le parallèle, mais un peu cette idée de cette Jérusalem céleste qui devient une Jérusalem terrestre. Et ici, c'était une manière donc de diviniser le Dalai Lama. Effectivement, à partir du moment où on matérialise la terre pure du Potala, donc la montagne du Potala, et que l'on installe le personnage au cœur de cette théâtralisation, donc évidemment, ce personnage devient d'autant plus Chenrezig. Donc le lieu, le Potala, donne toute son autorité et sa fonction au personnage qui y habite. Et je trouvais que son analyse était tout à fait pertinente. Pour moi, elle me provoquait un peu à l'époque parce que je me disais oui, non, mais bon. Mais en fait, de son point de vue à elle, c'était, et aujourd'hui, je trouve qu'il est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'était une façon de dire, mais tout est une construction. Donc, un système religieux est une construction aussi. Et donc, cette construction, elle se fait à l'aide de symboles, elle se fait à l'aide de mise en scène, forcément. Ça n'enlève rien au sens que cela peut avoir. Mais du coup, Potala, ben voilà, c'est à la fois une montagne dans le sud de l'Inde, c'est la montagne du Potala à Lhasa, et puis c'est la terre pure du coup aussi. Ah, Jean-Marc, Oui. c'est Michel. J'avais déjà entendu cette histoire. Je connaissais ça.
Je Ok. l'avais lu ou entendu. Ben, top. Ben, heureusement que j'ai pas dit de bêtises. Non. Coucou Michel, merci d'être là. J'avais pas repéré ta vignette avant, donc c'est sympa. Il arrive Ok. un peu tard, c'est pour ça. Oh, ben pas grave, il y a le replay, heureusement, hein, pour nous toutes et Ouais, tous, ouais. hein, c'est une bonne chose. Donc voilà, bon ben écoutez, on va pas faire durer pour durer. Si on, de toute façon, on est arrivé carrément à notre heure, donc c'est parfait. On arrête là, on va terminer avec une dédicace. Comme d'habitude. Sonam diye tamche zikpane tomne nyepe janam pamjen kega na chembala tupai sibet sole towa tulwarai sho. Et c'est bien de faire une dédicace parce que finalement on a beaucoup de chance de pouvoir ainsi, qu'est-ce qui s'est passé là? De pouvoir ainsi faire du tibétain, c'est une manière de faire ce souhait. Puisse non pas tous ne voudront pas apprendre le tibétain, mais puissions-nous accéder à la connaissance des textes. Ça, c'est certainement, il n'y a pas de doute, c'est certainement un souhait qu'on peut faire. Là, c'est sûr. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement